On va enchaîner du coup avec la deuxième session. Je vais demander à Lionel de venir. Donc Lionel Perron-Philippe de Compétitive. Lionel, donc sa structure, c'est un facilitateur, on va dire, de projets Internet. Tu peux nous dire un tout petit mot sur Compétitive? Oui, merci Seb. Facilitateur de projets numériques. On accompagne les PME dont la maturité n'est pas encore énorme sur le digital pour éviter peut-être d'avoir immédiatement un projet web, d'avoir un site web qui n'est pas toujours la première chose à faire, c'est d'avoir une réflexion peut-être plus globale avant et cette phase surtout se finance. On s'occupe de ce genre de choses. Voilà. Merio, donc de l'incubateur produit en Bretagne, de nous rejoindre également, qui va co-animer avec Lionel du coup cette partie. Et donc vos deux entreprises qui sont BNB et Salin. Donc chez BNB, on a Benoît Lamézec et donc Yannick de Salin Holidays. Lionel, à toi de jouer. Alors le dispositif va être le suivant. On va s'intéresser au succès du e-commerce. Donc on a vu dans la conférence d'avant que est-ce que c'est vraiment du e-commerce? Pas certain, c'est du commerce en tout cas, c'est sûr. On va s'intéresser au succès avec un dispositif où David sera là. Alors certes, il est le responsable de l'incubateur produit en Bretagne, mais il est surtout enseignant-chercheur à FBS. Et donc, pour notamment le public étudiant qui se trouve dans la salle, il va avoir à cœur d'essayer d'extraire les facteurs clés de succès, ce qui permettent justement d'essayer de modéliser quelque chose dans un succès pour être capable de le reproduire. C'est ça, David. Donc à tout moment, tu peux intervenir, sauf peut-être pendant les présentations. Donc on va commencer comme ça. Benoît Lamézec, qui est le responsable web, je vais le laisser se présenter bien sûr, de BNB, qui est une grosse entreprise qui est locale, qui est brestoise, née à Brest en 1990, va faire donc une présentation, on va dire générale. Là, on a Salin en fait qui est affiché. Alors, on commence par BNB. Et tout de suite après, on fera la même chose avec Salin, qui est une autre grosse entreprise également locale. C'est pas Brest, mais c'est à côté, c'est à Pont-de-Buis. Voilà. Qui sont chacune à leur façon des grands succès français dans leur domaine d'activité. On va essayer d'identifier non seulement les facteurs clés de succès du succès des entreprises, mais quelle est la part du digital, quelle part le digital a pris ou va prendre pour le développement de ces entreprises. Donc je vous laisse la parole et on commence tout de suite par BNB avec Benoît Lamézec. Bonjour à tous. Alors, Success Story e-commerce, avant tout, je vais vous parler de ce qu'on peut appeler une Success Story dans le monde réel. C'est donc ici. Hop. Ok. Donc BNB Hotel, né à Brest en 1990. Très rapidement, les grandes dates, les dates clés, création par François Branelec en 90. Très rapidement, un développement en France avec une cinquantaine d'hôtels en 1997, un premier hôtel en Allemagne en 98, et puis le lancement d'un site transactionnel dès 1998. 2003-2010, l'arrivée de Georges Samper. Des moments clés, l'acquisition d'une chaîne d'hôtels qui s'appelait Village Hôtel, une refonte du concept dès 2007 avec un nouveau logo, un nouveau design pour la chambre, et puis un premier hôtel en Italie. Et puis 2010-2013, la phase actuelle, un développement à l'international qui se poursuit, Pologne, Portugal, Maroc, République tchèque, et donc finalement un peu plus de 260 hôtels en Europe actuellement. Et puis 2013, un nouvel écosystème digital. Par écosystème digital, on entend un nouveau site web, une nouvelle version mobile et un ensemble d'applications smartphone. Alors, pour positionner BNB, quatrième marque en France. Alors déjà, c'est un groupe monomarque comparé à la plupart des concurrents. Donc quatrième marque en France, 10e en Europe, à peu près 15 000 chambres d'hôtels en France. Le positionnement, un positionnement avec un concept qui a été inventé par la marque d'EconoChic, donc
un économique chic, très clairement un prix bas avec un design de qualité et un confort élevé. Donc on voit un peu mal, c'est flouté, mais grosso modo un prix moyen à 50 €. Et une chambre, contrairement à l'hôtellerie low cost, on va dire, où souvent la partie toilette et salle de bain est à l'extérieur. Nous, vraiment, c'est une chambre avec tout le confort à l'intérieur. Voilà. Donc, un succès qui s'appuie avant tout sur un développement rapide et sur des fondamentaux business, une qualité du produit, une qualité de l'accueil. Voilà, un succès qui ne s'est pas du tout appuyé sur le digital, pour des raisons évidemment historiques, mais aussi pour montrer que ce qui fait la clé du succès dans le digital, c'est avant tout le business model et avant tout la force de votre concept, plus que l'outil digital en lui-même. Cela étant, pour continuer à être dans une phase de succès, il faut évidemment utiliser le digital sur une partie tout device confondu, du desktop à la tablette au mobile. Voilà. Alors, je vais vous donner quelques chiffres sur la partie digitale. C'est clairement au cœur de la stratégie. Moi, je m'occupe de la partie vente et distribution. Dans les ventes et la distribution, ça veut dire la partie multicanal, que les ventes se fassent aussi bien au téléphone, à l'hôtel ou sur la partie digitale. Alors, sur le site France, je vais vous donner les chiffres France, puisque le siège français est à Brest. Et puis après, chaque pays a son entité, son unité dans les différentes localités. Donc 700 000 visiteurs par mois sur le site hotelbb.com. 30% du chiffre d'affaires passe actuellement par le digital. Et 15% de ce CA digital passe par la partie mobile ou tablette. Alors, on va dire 7% sur mobile et puis 8% sur tablette. Et juste pour info, c'était combien il y a 3 ans par exemple? Alors, c'est des augmentations de plus de 250% à peu près, hein, donc ça va très très vite. Donc il y a 3 ans, c'était très très peu. Vous avez une idée de la projection là, sur les 3 prochaines années? Non, non. On imagine avec des pentes de 250% ce que non, ça va représenter. vite. Alors évidemment, ça va très très vite, mais ce qui compte, c'est vraiment de différencier la problématique tablette et mobile. Enfin, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que là, ça a été dit, je crois, tout à l'heure. Quand on est sur sa tablette, on est devant sa télé ou sur son canapé, alors qu'en mobilité, c'est un peu différent. Bon, les réseaux sociaux, on pourra en parler tout à l'heure. On a une activité assez forte sur les réseaux sociaux, plutôt dans un objectif relationnel que commercial, même si, évidemment, l'objectif est à un moment donné de convertir du prospect ou du fan en client. Et puis, un leitmotiv important, surtout dans le monde de l'hôtellerie, c'est de rester indépendant. Alors, rester indépendant, ça veut dire, donc je vous le remets juste, 98% des ventes en direct, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 98% de nos ventes sont faites sur nos plateformes, hein, et que 2% sont faites sur des plateformes tierces. Vous connaissez tous Booking.com, Hotel.com, voilà, ces sites-là. Dans le monde de l'hôtellerie, c'est un défi. Je vais vous donner quelques chiffres. Priceline, qui est la maison mère de plusieurs sites, a dépensé chez Google 730 millions d'euros, essentiellement en liens sponsorisés. Booking, en 2012, a dépensé 40 millions. Je ne vous donnerai pas notre montant, mais évidemment, on n'est pas sur ces montants-là. Évidemment, quand de tels, ce que j'appelle les Amazones du travel, parce qu'il faut reconnaître que ces sites sont extrêmement bien faits. On peut comparer, on a les prix, l'ergonomie est géniale. Voilà, ce sont des Amazones dans le sens où c'est très pratique, c'est génial d'acheter chez eux, mais avec ces intermédiaires. Oui, ce sont des intermédiaires très clairement, parce que la transaction se passe chez eux, le client est à eux, et nous n'avons ni l'adresse email du client, ni... Ils sont propriétaires de tout. Oui, tout à fait. Avec une commission de 8% au début, qui est passée aujourd'hui à... Alors la commission varie en fonction du deal que vous pouvez passer, mais beaucoup de personnes sont entre 15 et 17% de commission sur... Et ça va jusqu'à 30 dans certains cas, donc il y a une dépendance qui est plutôt toxique. Donc là, quand vous parlez d'indépendance, c'est d'indépendance sur vos canaux de distribution, on est bien d'accord? Tout à fait. Merci. Et donc évidemment, quand ces gens-là investissent des centaines de millions d'euros tous les ans, sont ultra visibles et puis gagnent en notoriété, eh bien il faut... avoir une stratégie digitale qui permet en tout cas de préserver nos volumes et nos marges. Donc en stratégie digitale, alors 2 grands pôles, un pôle qui concerne les plateformes et puis un pôle qui concerne plus la génération de trafic. Parce que souvent quand on parle de digital, on parle de site web ou d'applications mobiles et puis on parle très très peu des stratégies d'acquisition pour générer le maximum de trafic, de clients, prospects, tout ce qu'on veut au meilleur coût.
Alors, c'est bien d'avoir des plateformes. Nous, on a tout changé cette année, à la fois sur la partie desktop, sur la partie mobile et sur la partie apps. J'ai une petite vidéo, mais je pense qu'on n'a pas le temps, donc à la limite, elle sera visionnable sur les documents. Elle sera, je pense, facilement mise à disposition sur le site donc, je vais passer. De West Web Conférence. Voilà. Alors, pour toutes les plateformes, on travaille sur un contenu original, évidemment optimisé pour le search, et puis on a mis en avant nos propres avis clients. Ça veut dire, par exemple, qu'on ne compte pas sur TripAdvisor pour avoir un flux d'avis clients, parce qu'on reste là encore dans cette notion d'indépendance. J'ai entendu parler tout à l'heure de personnalisation. Pour nous, c'est aussi important. C'est important que très rapidement, le client, quand il s'identifie sur le site ou sur l'application, il puisse faire visualiser ses réservations, il puisse avoir une homepage, en tout cas une navigation qui soit propre à son historique, soit de client business, soit de client qui vient juste pour une période loisir. Et puis des fonctionnalités sociales. Évidemment, les avis clients, c'est important, mais quand sur une fiche hôtel, vous avez votre ami de Facebook qui vous a dit « j'ai aimé cet hôtel, j'y étais, c'était génial », ça a beaucoup plus d'impact que si c'est un tiers qui vous dit « c'était génial ». Donc c'est dans cette réalité-là qu'on intègre plus le social, non pas tant ce qui se passe sur Facebook, mais comment avec des outils type Open Graph, on peut intégrer la réalité sociale de nos fans pour transformer mieux sur nos plateformes, quelle que soit l'activité sur les plateformes. Et pour toutes les plateformes, alors là, pour moi, c'est clé, c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de savoir où se situent, d'où viennent les gens, ce qu'ils font. L'analytics, le web analytics est au cœur. C'est vraiment un travail de tous les jours. Pour préciser peut-être pour le public qui connaît moins, Web Analytics, c'est un ensemble d'outillages fournis pas que par Google, c'est les outils de Google qui sont les plus connus, mais il y en a d'autres qui permettent de bien analyser absolument tout ce qui se passe sur le digital dans l'entreprise. Tout à fait, et parce que c'est bien de savoir qu'on a des gens qui viennent des liens sponsorisés, par exemple, mais est-ce qu'ils se transforment? S'ils transforment, avec quel panier moyen? Et est-ce qu'ils annulent ou pas? Donc on a une grosse partie data et web analyse, une optimisation des parcours clients, et j'ai mis des exemples, mais audit AECR, ça veut dire audience, engagement, conversion et résultats. Et puis MTP, c'est multi-touchpoint. Pourquoi? Parce que concrètement, souvent ce qu'on fait, c'est quand on analyse les données marketing, on se dit, bon, ben, tel canal m'apporte tel chiffre d'affaires, tel autre canal m'apporte tel chiffre d'affaires, et on ne se rend pas compte que le client, il ne raisonne pas vraiment comme ça. Le client, il reçoit une newsletter, il va sur le site, ensuite il sort, ensuite il retape dans Google, après il va aller sur un site affilié. Donc il y a un ensemble de points, multi-touchpoint. Et concrètement, quand vous payez parfois une commission pour un site qui vous amène à une visite pour une autre site, donc nous on est en train de travailler pour répercuter la commission en fonction du parcours de l'utilisateur. Très clairement. Ou dépenser de l'argent pour une clientèle que vous aviez déjà identifiée et qui était déjà, entre guillemets, peut-être pas captive, mais en tout cas acquise. Voilà, ça on n'aime pas trop, ouais. Et puis du testing AB, parce que vous savez, il y a des sites comme YouTube qui changent une fonctionnalité quasiment tous les jours sur leur site. Nous, on n'en est absolument pas là. Mais on cherche quand même à proposer différentes interfaces aux clients pour voir ce qui transforme le mieux. Donc en clair, est-ce que sur une fiche hôtel, quand on met la photo comme ça, est-ce qu'on transforme mieux que si on met la photo comme ça? Donc pour 100 personnes, on propose à 50 personnes une version du site et à 50 autres une autre version. Alors voilà, là c'était les plateformes, de l'analyse, du contenu, mais grosso modo, qu'est-ce qu'on fait nous chez BNB pour générer le maximum de trafic? C'est ça qu'on a envie de savoir. Voilà. Alors on travaille surtout le maximum de trafic au moindre coût, parce qu'on reste dans l'hôtellerie économique avec des paniers moyens qui sont faibles, mais de toute façon, quel que soit le business model, on a toujours envie que tout ce qu'on puisse générer comme chiffre d'affaires se fasse au moindre coût avec le ROI maximisé. Sur la partie acquisition, on fait des choses très très classiques, mais on essaye juste de les faire bien. On fait du search, beaucoup de SEA, donc d'acquisition en lien sponsorisé. On travaille énormément le SEO, même si vous pouvez le voir, alors c'est un peu flouté, mais sur la partie SEO, c'est-à-dire liens naturels qui sont schématiquement, SEA, c'est pas des liens qu'on achète, SEO, c'est de l'investissement publicitaire, schématiquement pour l'inverse. Excusez-moi. SEA, acquisition, lien sponsorisé, c'est ce que vous avez en publicité sur le côté et en haut, et SEO, optimisation, donc tout ce qui est naturel. Et puis sur la partie hôtellerie, pour des requêtes qui sont sur hôtel plus ville, est apparu Hotel Finder de Google.
Donc, vous connaissez peut-être Google Shopping. Grosso modo, Google développe un ensemble d'outils. Sur l'hôtellerie, c'est Hotel Finder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils lancent leur propre comparateur d'hôtels. Ça veut dire qu'en fait, la partie référencement naturel, qui demande un investissement, parce qu'il faut travailler sur les plateformes pour que technologiquement, ça soit optimisé, il faut travailler sur les contenus, voilà, il faut travailler sur un ensemble de choses, sur les liens. Mais la partie référencement naturel vient de plus en plus basse sous la ligne de flottaison. Et donc, parce que Google a un seul indicateur, hein, les personnes chez Google sont même incentivées là-dessus, c'est combien ramène, pour 1000 affichages, combien ramène d'argent à la page d'accueil. Donc, ils baissent ce qui leur ramène pas beaucoup d'argent, et puis ils rehaussent et ils optimisent ce qui leur ramène le plus d'argent. Et donc, vous voyez, pour nous, un des gros défis, c'est d'être présent sur Hotel Finder. Les coûts d'acquisition sont vraiment très très bas pour l'instant. C'est un modèle un peu comme les liens sponsorisés, c'est-à-dire mix, enchères et clics. Et puis ça représente potentiellement une menace pour vous qui peut être très toxique, comme éventuellement Booking.com, puisqu'ils n'apparaissent pas dans la partie des liens identifiés par de plus en plus d'internautes comme étant des liens payants, quoi. Oui, clairement. Et puis alors, là où Google est également très, très puissant et pertinent sur énormément de choses, là où ils sont forts, c'est que nous, on a beaucoup de trafic qui vient de Google Maps, qui est donc, on va dire, gratuit, si ce n'est le coût de créer correctement sa fiche Google Maps. Et très clairement, sur chaque Google Maps, maintenant, ils ont intégré le lien Hotel Finder, donc on peut voir l'hôtel et le prix, et puis on peut cliquer et on peut réserver. Alors pour l'instant, on ne réserve pas sur Google, hein. C'est ce qu'on intègre nous en vente directe, puisque Google nous amène le trafic et la transaction se passe chez nous. Voilà, donc un travail sur les sites comparateurs et affiliés. Le simple objectif, en fait, il est d'optimiser les sources de trafic qui coûtent moins que Booking. C'est-à-dire que si finalement, en direct, on serait plus cher que Booking, je pense qu'on irait sur Booking. Mais là, on a un ensemble de leviers qu'on est capable de développer à beaucoup moins de 15% de commission. Alors, le retargeting, c'est quelque chose sur lequel on est quand même assez neuf. On fait peu d'actions, mais on est en train de les développer. Concrètement, bon, vous avez des acteurs comme Ilmercy ou comme TDMIS qui font ça très très bien, qui permettent de targeter, alors par email ou en publicité bannière. Un visiteur vient chez vous, il n'achète pas, donc vous êtes triste, et donc grosso modo, lui il navigue et vous avez la possibilité de lui renvoyer un email directement avec l'offre, c'est-à-dire il a visité la fiche hôtel de Brest, il hésite, vous lui renvoyez une offre sur Brest, donc ça nous permet d'optimiser, on a payé pour le visiteur, il n'a pas acheté, là on permet d'optimiser donc un retargeting prospect, display ou email. Et puis, sur la partie fidélisation, bon, évidemment, c'est le levier qui coûte le moins cher, avec le SEO. Et là, on travaille, on a une base de plusieurs millions d'emails, mais 1 million vraiment opt-in. On a 20 000 abonnés. 20 000 abonnés, c'est quoi? C'est 20 000 personnes qui ont payé une carte d'abonnement à 69 € et qui sont... auxquels on offre des avantages, mais qui sont vraiment friands du digital. Là, on est en train de travailler sur un projet, puisque ces personnes-là sont aussi très intéressées par tout ce qui est self-service. Donc là, par exemple, pour ces 20 000 abonnés, alors c'est 17 000 en France et puis 3 000 en Europe, donc j'ai mis 20 000, c'est plus simple à retenir. Sur ces 20 000 abonnés, on va leur offrir la possibilité de faire leur check-in, c'est-à-dire d'avoir leur code de chambre à distance. Voilà, une conclusion. Je crois que je suis bien au niveau timing. Voilà, c'est parfait. Super. Le digital n'est qu'un outil. Vraiment, c'est notre philosophie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être très fort sur cet outil, qu'il s'agisse du front ou qu'il s'agisse plutôt du back-office avec une forte synergie marketing et informatique dans les entreprises. C'est fondamental pour réussir ce type de projet. Il faut qu'il n'y ait qu'une seule équipe. Créer de la préférence, donc ça nous, on utilise le digital, cet outil, pour créer de la préférence, en innovant, en se différenciant et en développant le self-service. Et puis, développer les ventes sur tous les canaux. C'est-à-dire que nous, nos actions digitales, elles ne sont pas juste pour générer des ventes en ligne. Très honnêtement, l'indicateur qu'on regarde, c'est la progression des ventes multicanales. Vous parliez tout à l'heure nous on appelle le drive to hotel, mais concrètement, comment est-ce qu'on réussit avec le digital à amener plus de personnes sur l'hôtel? Comment est-ce qu'on réussit à amener plus de personnes à appeler le call center, puisqu'on a un call center internalisé avec 17 personnes à Brest qui génèrent à peu près 10% du chiffre d'affaires. Et puis le click to call, c'est simple. Sur 100 personnes qui viennent sur un site internet, on ne peut pas donner notre taux de conversion, mais il est très élevé. Et puis, quand vous êtes souvent en e-commerce à 3%, vous êtes quand même assez content.
Alors ça dépend aussi des sources de trafic, est-ce que vous avez beaucoup de notoriété ou pas. Mais en tout cas, nous, on travaille énormément sur la synergie multicanal pour vendre aussi les investissements, parce que j'entendais tout à l'heure quelqu'un qu'est-ce qui parlait des investissements. Il faut bien mesurer le besoin d'investissement de l'outil digital et bien choisir ce qu'on veut faire, parce que ça doit être simple pour le client. Le problème, c'est que ça évolue sans cesse. Donc Samsung va lancer un nouveau système d'exploitation, est-ce qu'il faut y aller? Windows, Nokia, rassemblement, est-ce qu'il faut lancer une appli sur Windows Phone? Bon, voilà, donc ça évolue sans cesse. Et pour les entreprises, c'est pas tout le temps facile de suivre le rythme aussi, parce que l'espace temporel du digital, et ça sera ma conclusion, n'est pas forcément le même espace temporel que des entreprises qui ont les pieds dans le... Voilà, Merci beaucoup Benoît pour cette excellente présentation. On va passer maintenant alors on va avoir un temps d'échange tout à l'heure. On va passer maintenant à Yannick Lehir du groupe Salin qui va nous présenter. Merci Seb de nous mettre la présentation, qui va nous présenter les aspects digitaux du groupe. La zapette, voilà. Alors, première étape, on va présenter un peu Salin aujourd'hui, ce que ça représente au niveau du web. C'est 2 sites e-commerce qui sont en fait les sites des 2 tours opérateurs principaux, donc Saint-Oïdez et la filiale National Tour qui est basée à Rennes. C'est 4 sites de niche qui correspondent à nos marques commerciales sur par exemple la Norvège, la Russie, l'Espagne et les voyages au sport d'hiver. C'est 7 sites autocars. Alors pourquoi site autocar? Pourquoi chaque marque autocar a son site? C'est quand même une flotte qui est assez belle, assez originale, qui est un peu partout en France. Donc ça permet de travailler vraiment sur les secteurs, des secteurs précis, vraiment géolocaliser plus facilement la demande du client. Ensuite, c'est 4 sites dédiés au voyage en groupe, un site d'actualité, une web TV, 2 sites de brochures en ligne qui sont vraiment pas forcément beaux, qui sont juste pour mettre des brochures en ligne, des brochures en flash, mais par contre qui génèrent beaucoup de trafic, qui sont quand même pas mal référencés. Quand la brochure hiver est sortie en début septembre, on a fait 138 000 pages vues dans la journée sur ce site-là. Ensuite, on a un B2B mutualisé pour les 2 tours opérateurs. Donc, selon l'URL d'entrée, on bascule sur un univers ou l'autre. Alors, je vous interromps tout de suite, Yannick. Salin, c'est quand même une sacrée boîte. C'est pas le 3e tour opérateur français ou quelque chose comme ça? C'était dans le top 10. Je n'ai pas le numéro en tête, mais c'est dans le top 10, oui. Mais ça, je pense le dire en conclusion, je vais le dire maintenant du coup, c'est fait par 2 personnes uniquement. L'idée, c'était de planter le décor, hein, c'est voir la puissance là, on voit l'envoi général, à notre mais porte. En fait, c'est 2 personnes qui ont vraiment développé ça, donc moi et puis mon collègue. Et depuis mars, on a 2 de plus. On a un graphiste en plus et un autre développeur. Mais la base, vraiment, le travail de fond de poser l'e-commerce, ça a été fait par 2 personnes uniquement. Une entreprise fondée en 1932. 1932, tout à fait, oui. Donc un historique au niveau du web. Moi, je suis arrivé chez Saint-Oïdez en 2006. Je découvre un site internet en flash. Donc, quand on sait que le début du e-commerce, c'est 96, on avait déjà 10 ans de retard. Donc, il y avait vraiment tout à faire. Donc, première étape, on passe sur un site dynamique qui nous permet déjà d'être lié au logiciel de réservation de Salin, d'avoir les disponibilités en temps réel. Et 2009, premier site e-commerce. Donc, on est vraiment dans la première étape où on commence à poser les choses, à voir ce qui intéresse, à analyser un peu les retours. Le site sort en juin 2009 et il fait, petit chiffre, il fait moins de 100 000 € sur les 7 mois. 2010, Salin Holidays fait le choix d'externaliser l'e-commerce parce qu'on leur a fait miroiter qu'en étant sur des plateformes qui utilisent les gros comme Promo Vacances ou Go Voyage et tout ça, ils allaient faire 1 million en 6 mois. Donc, ils y sont allés, franco. Le site est sorti en septembre 2010. On a fait 340 000 € de chiffre d'affaires en 2010, mais seulement 60 000 après le site qui nous rapportait 1 million. Pourquoi? Parce que déjà, il a coûté très très cher. On était à plus de 100 000 € de développement. C'est quand même très très cher pour le site. Mais que pour ceux qui font peu de référencement, on n'avait pas de réécriture d'URL. On n'avait pas de texte qui était tagué. Il n'y avait pas de balises, les P, les H1, H2, ça n'existait pas. Et en plus, on nous change le nom de domaine. On passe de saint-oidays.com à saint-oidays.com. Un tiret qui nous coûte très cher, puisque le peu d'URL référencé, on perd tout. Donc, du coup, on a vraiment tout était perdu. Tout le travail qui a été fait au début avait été perdu. Donc, nous, on reprend un peu les choses en main. On dit qu'il y a une erreur. On reprend l'ancien nom de domaine. On reprend donc le nouveau nom de domaine en janvier.
On demande d'avoir la main sur le code source, ça a été très dur à avoir, comme ça a été externalisé, les développeurs refusaient qu'on ait la main dans le code, c'est ce qui peut se comprendre. Malgré tout, on arrive à avoir un peu la main sur quelques parties. On reprend le référencement, surtout off-page, l'inscription sur plusieurs portails annuaires, tout ça pour faire un peu de trafic. Et on arrive à une année qui est quand même pas trop mal. On fait une augmentation, on est pratiquement, on a plus de 80% de progression, ce qui est quand même pas mal. Mais ça ne nous suffit pas. Donc en 2012, on reprend les développements en interne et on pose la stratégie du Web to Store. On l'a vu tout à l'heure, c'est quand même quelque chose qui est indispensable. On dit on a aujourd'hui 64 points de vente, pourquoi est-ce qu'on ne redirige pas les internautes vers ces points de vente? C'est quand même assez logique. Donc à nouveau un choix d'indépendance par rapport à... Tout à fait. Nous, on a vraiment vu que l'externalisation, c'était peut-être pas fait pour nous, c'était peut-être juste sur notre équipe, mais en tout cas, il fallait vraiment qu'on ait la main sur tout. On est avant tout développeurs et du coup, il faut vraiment qu'on puisse avoir la main sur chaque étape et vraiment tout travailler, ce qu'il y a autour du site. C'était quand même beaucoup plus simple pour nous. Donc on fait une année 2012 encore en progression. Donc on sort le nouveau site en reprenant tout, donc tout le SEO, on reprend vraiment toutes les différentes étapes. Et là en 2013, une fois qu'on a bien assis la stratégie du Web to Store, on arrive à pratiquement 1,8 million d'euros cette année. C'est les chiffres qu'on vient de sortir pour une convention. Donc ça c'est les chiffres qui sont sûrs, parce qu'après il y a plein de contacts, mails qui arrivent directement, ça on ne peut pas trop savoir la conversion dessus, on n'a pas trop de retour. Mais on arrive en gros, on est entre 60 et 70% de réservation en agence. Parce que nous, en fait, le client, il achète, il fait son formulaire de réservation en ligne, mais il paye en agence. Il a vraiment juste son devis qui remplit, ça arrive à une agence de son choix, et après, il va payer en agence. Donc ça nous rapporte quand même un gros volume. Ça a vraiment permis de faire décoller le site. Donc comment on arrivait à ça, réussir à aujourd'hui avoir cette croissance? Donc première chose, c'est le développement interne. C'était déjà posé tous les univers salins, parce que je crois qu'en 2006, on avait 5 sites internet. Aujourd'hui, on a 25-30 sites à peu près. Développement en interne, je vous rassure, ça c'est pas mon code source, c'est juste une image. Le référencement naturel uniquement. On a 0 € de AdWords depuis 2006. On n'a jamais dépensé un seul euro. Là, j'ai mis un exemple, par exemple, sur Circuit Anti. Saint-Oedès est deuxième place. La filiale National Tour, le site qui est sorti le 8 août, est déjà en 3e position. Ensuite, l'enjeu des data, ça c'est un peu l'introduction aussi pour ce qui va suivre, c'est que nous, on a rangé tout ce qui était salin en base de données, vraiment tous les voyages, parce qu'au début, on mettait à jour le site internet par copier-coller de fichiers Word, ce qui était très long, très fastidieux. Une brochure de 340 pages, ça nous prenait pratiquement un mois. Donc du coup, on a dit stop, on arrête ça. On a créé une application qui permet de tout stocker les voyages, les images. Ça permet de à la fois créer les catalogues. On met à jour les logiciels de création de catalogues, de PAO, que InDesign ou Quark Express. On met à jour directement ces logiciels-là par notre application. Et en plus, ça envoie les textes et les images en ligne automatiquement. Et ensuite, la communication, pour nous, ça passe essentiellement par la newsletter et Facebook. La newsletter, c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, c'est pas mort, loin de là. Nous, c'est vraiment on a un très fort taux, voilà, tout à fait, de lecteurs, d'abonnés. On travaille uniquement sur de l'opt-in, pas d'achat de base de données. Et on est en moyenne à 60% de taux de lecture, et la moyenne du marché est entre 15 et 20% de taux de lecture. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pertes, mais pour nous, c'est un gros volume, ça permet vraiment de rapporter pas mal d'internautes, pas mal de clients surtout, d'acheteurs au final. Et Facebook, bon, on s'y met petit à petit, on n'a pas encore une page qui est vraiment très développée, mais ça commence à... C'est surtout tout ce qui va être les réputations, c'est l'échange après au niveau des personnes. Ça commence à fonctionner un peu. Ça a été long, mais bon, comme on disait, la cible qui auparavant n'était peut-être pas sur Facebook, y arrive au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, ça commence vraiment à bien marcher aussi. Maintenant, après ça, maintenant qu'on a commencé à bien poser les choses, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être la revente de nos produits sur d'autres sites, tels que par exemple Pro Vacances ou Easy Voyage, on a des contrats en finalisation. Ça va être un module de billetterie et de l'hôtellerie. La billetterie représente chez mes concurrents 80% du chiffre d'affaires. Donc ça peut être vraiment aussi un gros porteur de business pour nous. Et ensuite, c'est les réputations, appui tablette, mobile, jeux concours, on y réfléchit notamment avec une société qui s'appelle Linkia et Evernet, pour la petite histoire.
Et voilà, donc tout ça, ça a coûté combien? Donc le site internet qui avait été externalisé a coûté plus de 100 000 euros, je vous le dis tout à l'heure. Nous, juste pour réussir à poser le système qu'on a aujourd'hui de Web2Store, on s'inscrit sur une plateforme pour pouvoir après distribuer nos produits chez les autres et en même temps les récupérer. Ça a coûté 7 500 euros l'année dernière. Et c'est tout. Après, c'est salaire, hébergement, nom de domaine. C'est tout ce qu'on a dépensé pour le web. De coût direct. D'accord. Salin, c'est 850 personnes, je crois, À peu près, dans le monde, Ouais. surtout effectif basé en France. L'équipe dédiée au digital, ça représente combien de personnes? Je vous l'ai dit, 4 personnes depuis mars et 2 auparavant. Après, il y a au niveau de la création des catalogues, c'est 9 personnes aujourd'hui. Et le marketing, c'est 4 personnes. D'accord. Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation générale. On va passer maintenant peut-être à une série de questions, une première série de questions autour des facteurs clés de succès, si David veut bien enchaîner. Oui, donc je suis aussi effectivement responsable de l'incubateur France Business School produit en Bretagne. Et avec la CCI de Brest, on a participé à l'émergence sur le territoire breton de 26 entreprises innovantes qui sont en B2B ou en B2C, dont une en fait qui s'appelle Europrocurement, qui génère aujourd'hui 20 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 40 salariés et qui connaît bien ces facteurs clés de succès. Donc là, on raisonne effectivement enjeux, facteurs clés de succès pour l'entreprise, mais on a abordé la notion de facteurs clés de succès pour les clients. Et si je prends l'exemple d'Europrocurement, qui a identifié notamment un de ces facteurs clés de succès, à savoir le traitement, tout simplement, le traitement efficace des annonces légales via le net, j'ai envie de vous poser à vous deux la question suivante, avant d'amorcer, Lionel, des questions aussi dans la salle. Quels sont les facteurs clés de succès que vous avez identifiés à l'avance pour vos clients? Est-ce que vous avez un ou deux facteurs clés de succès pour vos clients que vous avez identifiés à l'avance par rapport à votre présence sur le net? Je vais passer sur les facteurs clés de succès, on va dire traditionnels, l'entreprise, le prix, etc. Voilà, mais sur la partie, en tout cas, recherche d'hôtel dans le digital, qu'il s'agisse notamment sur quel est le facteur clé de succès pour que la plateforme ou les plateformes soient vraiment performantes. Nous, il y avait une grosse différence entre le client qui vient et qui est un client business, c'est-à-dire c'est quand même notre cœur de clientèle sur les clients qui séjournent chez nous du lundi au jeudi. Lui, il faut que ça aille très très vite. Souvent, il connaît d'ailleurs l'enseigne, donc c'est une facilité, c'est un gros travail sur l'ergonomie et aussi sur l'IT, pour que quand on tape une destination ou en tout cas une région ou une ville, ça aille très très vite, qu'on ait le prix, temps réel, stock, temps réel. Voilà, ça c'est un facteur clé de succès, c'est un travail à la fois sur l'ergo et sur la partie IT. Et puis sur la partie plutôt loisir, parce qu'on a là encore je reviens toujours sur l'axe stratégique, mais nous, le digital aussi un levier de croissance pour tout ce qui est taux d'occupation week-end. Et si on réussit à optimiser notre taux d'occupation week-end, on réussit à optimiser fortement notre taux d'occupation d'une manière générale. Alors sur le week-end, un des facteurs clés de succès, c'était de pouvoir avoir de l'information sur la destination, de pouvoir comparer. Finalement, de pouvoir comparer les hôtels, les prix, les localisations, les avis des clients. Donc c'était le contenu beaucoup plus fortement que pour la partie business. Voilà, nous, en tant que client, si on raisonne vraiment client, on est habitué à des sites comme Amazon, comme Booking.com, comme Google. Voilà, ça va vite, c'est bien foutu. Donc on a la même exigence. Moi, quand j'arrive sur un site et que c'est mal foutu, je suis pas content. Et souvent, je me fais une image aussi de l'entreprise par rapport à l'ergonomie, à l'expérience utilisateur que j'en ai. Donc voilà, on a adapté en fonction de ces différents utilisateurs la plateforme. Alors, une question qui va dans cette ligne-là. Est-ce que vous pensez, et je la poserai tout de suite après également aux représentants de Salin, est-ce que vous pensez que l'antériorité, dans votre cas, 1998 le premier site web, l'antériorité, est-ce que le fait que la culture digitale est rentrée rapidement dans la culture d'entreprise, entreprise fondée en 90, premier site web en 98, est-ce que ça rentre dans les facteurs clés de succès, ou est-ce que vous pensez que même en s'y prenant plus tard, on peut arriver... Les premiers essuient les plâtres aussi, quelque part. Les premiers assument des coûts que les suivants n'auront pas à assumer. Est-ce que c'est quelque chose qui est important? Est-ce que l'antériorité a été importante dans le succès actuel? Alors, elle a été importante, je vais me placer d'un point de vue entreprise, pas d'un point de vue Google, parce que c'est encore différent, mais d'un point de vue entreprise,
Oui et non, parce que très honnêtement, il y a plein d'entreprises qui sont en retard sur le digital, et puis quand on s'y met vite et bien, eh ben, on peut réussir. Donc oui, nous, ça nous a servi. C'est passé d'un service qui était dépendant de l'IT au marketing. Maintenant, c'est un projet commun. Donc oui, on se fait une culture, mais en même temps, je ne pense pas que ça soit la clé du succès d'avoir commencé de manière vraiment, vraiment avancée. En tout cas, ça nous apporte évidemment dans les discussions, dans la réflexion. On ne refait pas les mêmes erreurs aussi. Mais ça met aussi un poids sur la conduite du changement en interne qui est parfois non neutre. D'accord. Donc la même question à Yannick Lehir, sachant qu'il a commencé sa présentation là-dessus. 2006 du Flash. Ça commençait fort. Bah ouais, mais nous c'est ça qu'il y a. Je pense que la notoriété de Salin et l'antériorité a joué un peu aussi. Mais mine de rien, la plupart de ceux qui arrivaient sur le site au début, c'est ceux qui voyaient des cars Salin qui passaient. Donc pour eux, Salin c'était que du car. Salin et le voyage, c'est pas forcément toujours associé. Salin, c'est avant tout le car, surtout pour cette région où bon, on connaît très bien Salin. Donc je ne sais pas si ça a vraiment servi à apporter du monde. Ça a apporté des visiteurs. Après, ceux qu'on attendait, peut-être pas. Mais en tout cas, nous, on a vraiment travaillé pour avoir des clients qui sont ailleurs, qui sont là où on n'a pas d'agents, justement, qui sont des secteurs vides, parce qu'on disait toujours, mais c'est facile, parce que Salin est bien connu. Donc il y a des clients qui sont déjà tout faits, ils connaissent les agences. Mais par exemple, dans le sud de la France, j'ai pas d'agence, c'est 20% de mon chiffre d'affaires sur le site, quoi. Donc c'est pour ça, j'ai des clients qui viennent de Nouvelle-Zélande, de donc Roumanie. C'est fondamental. Voilà. Oui, ouais. Tout à fait. Donc ça peut jouer au début pour lancer un peu, mais je pense qu'il y a beaucoup d'exemples aussi de sites qui se lancent et puis qui s'écroulent malgré une notoriété. Bon, je vois l'exemple actuel, c'est Virgin Megastore qui coule parce qu'il n'a pas réussi à franchir la barrière du numérique. Hein. Sur le site, ils ont fait juste des ventes de MP3, pas de vente de CD, pas de vente de Web to Store en fait. Et je pense que c'est un peu ce qui les a pénalisés, qui a coulé un peu le modèle, quoi. Alors, question qui va dans le même sens, est-ce que l'équipe digitale doit batailler avec la gouvernance, avec l'entreprise, avec le patron ou l'équipe de direction, ou au contraire, est-ce que c'est fluide et naturel? Vous n'êtes pas obligé de répondre de façon très précise, je ne mettre personne mal à l'aise avec son patron. Hein. Chez nous, c'est très difficile. Le digital, c'est très difficile. Non, c'est quelque chose c'est pour ça que c'est long aussi, c'est long de l'amener, voilà, de passer du site qui était externalisé, réussir à la faire comprendre qu'ils avaient mis du pognon un peu en l'air, hein, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça, que c'était vraiment mal fait, qu'il fallait tout reprendre en interne. C'était très dur, c'est pour ça qu'il y a une perte de confiance qui est complètement logique là-dessus aussi. Il y a une perte de confiance au niveau d'Internet, de se dire, de toute façon, c'est l'investissement en perte Internet, parce qu'on a mis ça un gros budget et qu'au final, ça n'a rien rapporté. Enfin, très très peu par rapport à dépenses, on n'était pas du tout bénéficiaire. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une bascule qui a été un peu dur à faire. Aujourd'hui, réussir à récupérer au fur et à mesure un peu de crédibilité, ça se fait, mais c'est long. Ouais. D'accord, mais ça se fait, c'est ça qui est important à entendre. On va prendre une question effectivement dans la salle, puisque le timing est serré et on a déjà pratiquement atteint notre temps. Anna. Donc Anna Péculier, sur le digital, donc plutôt une question pour Yannick Lehir. C'est quoi la prochaine étape en point de vente? Est-ce qu'il y a un projet de digitaliser les agences par des tablettes interactives où le client, on peut l'imaginer, récupérer sa sélection de voyages en point de vente, ce qui permettrait éventuellement de préparer le prochain rendez-vous avec la conseillère, voire gérer un petit peu d'attente client? Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut y arriver aujourd'hui. J'ai encore eu une discussion il y a 2 semaines avec la responsable de l'équipe de PAO, où on avait toujours en temps réel, on avait les statistiques d'accès à notre site. Et elle fait, mais c'est bien parce qu'avec ça, du coup, je pourrais très bien savoir qu'est-ce qui se vend, créer une affichette et l'envoyer à l'agence. Je dis, mais c'est trop tard. Là, en ce moment, l'internaute, il veut ça. Si moi, je le sais et que j'ai un écran dans l'agence, je pourrais l'envoyer directement. Ça, on ne l'a pas aujourd'hui. Et c'est vrai qu'au contraire, nous, on est vers là. Et je dis, mais là, tu vas prendre un maquettiste, tu vas mettre dessus, tu vas passer une demi-journée, le temps que ça valide. Ensuite, tu vas mettre ça dans l'enveloppe, ça va partir à la poste. Il aura 48 heures de retard. L'information, ce qu'il faut, c'est maintenant. C'est ça que l'internaute recherche maintenant. Il faut mettre ça en point de vente maintenant. Dans 2 jours, c'est trop tard. Et c'est vrai que du coup, nous, on voudrait arriver à ça. Et c'est encore quelque chose qui est en discussion aussi. Et pour l'instant, on ne franchit pas le cap. Mais rien qu'aussi gérer le temps d'attente par une tablette ou évidemment une bande numérique, c'est évident. C'est quelque chose où il faut y arriver aujourd'hui. Merci pour cette réponse. On peut prendre encore une autre question et ce sera la dernière.
Eh ben, merci beaucoup de votre attention. Il y a une question là. Toujours pour Salin Holidays. Vous avez mentionné que vous ne faisiez pas de lien sponsorisé, manifestement délibérément. Pour quelle raison? Parce que l'investissement par rapport au retour est souvent ridicule. J'ai entendu d'une personne de Google qui me disait que l'investissement était d'un rapport de 1 euro gagné pour 150 dépensés. M'arriver là, vu les marges sur lesquelles on travaille, c'est pas gérable, quoi. Non, c'est déjà... Et en plus, c'est que je ne peux pas forcément me battre par rapport à ça, parce que j'ai des concurrents qui mettent 800 000 euros par an en AdWords. J'ai clairement pas ces budgets non plus à mettre. Donc autant pas en faire plutôt que d'en faire mal. Enfin, je pense que j'en ferai un petit peu. J'en ferai un petit peu, mais sur quelque chose vraiment de ponctuel, sur une action. Par exemple, on avait un départ pour le Grand Prix de Florence en Italie, pour le circuit, les vélos. Là, ça aurait été le coup de faire une action justement pour faire notoriété sur un événement particulier. Après, pour acheter du séjour de Maroc, comme le fait tous mes concurrents, j'ai payé très cher mes clés, donc ça vaudra rien. Eh bien, ce sera le mot de la fin, en tout cas pour cette conférence. David, est-ce que tu veux un petit mot de conclusion? Simplement signaler qu'avoir une stratégie Internet, c'est extrêmement important et bien raisonner, effectivement, facteur clé de succès pour ses clients. Donc bien partir des enjeux, bien évidemment, de ses clients. Et puis savoir articuler effectivement un grand niveau d'anticipation avec une grande agilité. C'est un mot qui est peut-être tendance, mais qui reflète des choses qui sont extrêmement importantes, puisque on est dans un environnement qui change très souvent, qui est bourré d'opportunités, mais qui peut être potentiellement extrêmement toxique aussi. Et donc être capable de combiner effectivement une dimension stratégique avec une vision en avance, et puis une agilité au quotidien dans la réalisation. Je vous remercie beaucoup pour ces 2 grands succès d'entreprise dans le Finistère. Merci à toi Lionel. Donc on va faire une petite pause maintenant. Il y a un café du coup qui est offert. Du coup, on reprend dans 10 minutes.